Attention, cette vidéo contient des plaisanteries de qualité discutable. Elle est donc réservée à un public averti. Salut Sam. C'est comme ça qu'on dit bonjour en Suisse alémanique. Voilà, la Race Cross Belgium, c'est dans moins d'un mois et je me suis dit que j'allais vous donner quelques petites nouvelles de ma préparation et notamment de la préparation de mon vélo parce qu'en termes d'entraînement spécifique, autant vous dire que je n'ai pas vraiment de plan. J'ai bien demandé 2 ou 3 conseils à ChatGPT qui m'en a donné. Mais entre la vie professionnelle, la vie privée et toutes les activités qu'on souhaite faire, eh bien, il n'y a pas toujours la possibilité de s'entraîner de manière très structurée. Bref, parlons vélo, parlons équipement, comment est-ce qu'on va préparer cet axiome pour cette race cross qui dure plus de 500 km et surtout quelles sont les différences que j'ai apportées suite à la première vidéo que j'avais faite, dont je vous mets le lien par ici parce que je ne sais jamais de quel côté c'est, et qui parlait de l'installation des prolongateurs et de leur premier essai. Premier changement donc, après plusieurs essais, plusieurs sorties longues, après notamment un tour du lac Léman qui fait à peu près 180 km où j'ai passé à peu près, je pense 60-70% du temps dans les prolongateurs, eh bien c'est Deda Parabolica Douai, contrairement à ce que je vous ai dit dans la vidéo où je les présentais, eh bien j'y ai rajouté encore des spacers. Je les ai encore relevés de 3 cm supplémentaires. Je me suis rendu compte que la position qu'ils donnaient avec toutes les entretoises qui étaient fournies avec étaient certes relativement confortables et qu'il fallait quand même pas mal se pencher en avant et quand même lever la nuque. Je suis donc sorti des capacités maximales préconisées par le constructeur. J'ai commandé des vis sur eBay du bon type. Je vous mets l'image là et le lien en description. Et j'ai donc rajouté une entretoise supplémentaire de 3 cm. Cette fois-ci, après du coup plusieurs essais dans toutes conditions. Hier soir, j'étais encore roulé sous la pluie, c'était dégueulasse, il y avait plein de vent. Eh bien, je pense avoir trouvé une position qui me permet d'être aérodynamique, mais aussi de me reposer les mains, les bras, les avant-bras. Et ça, je pense que ça ne sera pas inutile sur les pavés qui ressembleront peut-être à ceux du Paris-Roubaix. Le tout, probablement, sans trop fatiguer ma nuque, puisque la position est un peu plus remontée et du coup, il faut moins tirer la tête en arrière. Donc, on espère que ça le fera, mais en tout cas, des changements sur le setup de base après essai sur ces Deda Parabolica Douai. La madre mia, la spaghetti. Désolé, pardon. Je suis vraiment désolé pour toutes les personnes d'origine italienne qui nous regardent. Le deuxième changement que j'ai apporté à cet axiome, c'est la tige de selle. Après mes premiers essais sur les prolongateurs, je me suis rendu compte que j'aurais bien eu besoin ou envie de rapprocher la selle du guidon, possiblement aussi un peu de réduire le reach. Et c'est vraiment une sensation que j'avais quand je roulais sur le vélo en me disant je suis vraiment tout le temps en train de m'asseoir sur l'avant de la selle. Est-ce que ce serait pas bien d'avoir une tige de selle droite? J'ai d'abord commandé d'occasion une tige de selle à une dizaine de francs ou d'euros qui pesait le poids d'un cheval mort, une tige de selle en alu certainement d'un vélo de supermarché que justement j'ai mise en place pour ce tour du lac. Et c'était validé, la position est bien plus agréable. Je vais, je pense, faire l'impasse sur la tige de selle Redshift dont je vous parlais, vous savez, celle qui balance avec un parallélogramme d'avant en arrière qui fait qu'on peut encore plus rapprocher la tige de selle du poste de pilotage. Donc ça, je ne vais pas l'acheter. Par contre, j'ai opté pour une tige de selle droite Easton en carbone. Pourquoi avoir changé cette tige de selle en alu que j'avais commandée d'occasion? Peut-être pour une question de poids, un peu psychologique, mais aussi, je me suis dit que ça avait l'air plus cool, mais ce n'est pas la vraie raison. La vraie raison, c'est que je me suis aussi dit que le carbone allait probablement rendre la chose plus confortable et gommer, en tout cas, les vibrations de certaines fréquences afin de ne pas me les prendre dans le derrière. Le troisième changement que j'ai entrepris, ce sont les pneus. Et là, j'ai sincèrement un grand doute. J'ai regardé le parcours de cette race cross. Il y a plusieurs dizaines de kilomètres sur des pavés. J'ai déjà roulé dans les pavés du Nord et je peux vous dire que c'est pas de la tarte. Vous l'avez peut-être vu, Paris-Roubaix est juste derrière nous. Je vous promets que quand vous y êtes, c'est encore 5 fois pire. Ça vous secoue la tête. Vous ne tenez pas 2 secondes à 20 km/h dessus alors que les pros passent à 50 et ça dure vraiment des lustres jusqu'à ce que les sections soient finies. J'ai regardé le parcours et je me suis dit tiens, j'allais passer en GP 5000
ASTR de 35 mm. A, c'est pour All Seasoned. STR, c'est pour le S, je sais pas, mais TR pour Tubeless Ready. Et du coup, je suis voilà, maintenant avec cette configuration-là. C'est probablement la meilleure configuration pour le terrain du Nord. Je pense que les routes ne sont pas incroyablement bonnes. Parfois, ce sont aussi juste des enchaînements de plaques de béton plutôt que de l'asphalte vraiment toute lisse. Mais pourtant, depuis que j'ai installé ces pneus et après plusieurs essais, eh bien, j'ai remarqué que l'Axo avait vraiment beaucoup perdu en dynamisme. Alors, ce n'est pas une question problématique quand le vélo est lancé, quand on est dans les prolongateurs, que ce soit sur le plat, en léger faux plat, montant. Par contre, c'est une question de relance. Il y a vraiment un dynamisme qui n'est plus là. C'est dur de faire changer le vélo d'allure. C'est dur d'accélérer. On sent aussi, quand on est debout sur les pédales, qu'il y a une certaine inertie. Alors, c'est probablement dû à l'épaisseur des pneus, au fait qu'il y ait un peu plus de rebond puisqu'on fonctionne avec des pressions plus basses. C'est peut-être aussi dû à leur poids supplémentaire, une masse en rotation supplémentaire. C'est toujours plus difficile avec l'inertie de la faire changer de vitesse, mais en tout cas ça me fait beaucoup douter. Je me demande si je dois retourner avec mon setup en 32 mm ou si je dois garder ces 35. Est-ce que la différence ne se fait peut-être que dans ma tête? Est-ce que finalement le fait de devoir accélérer de manière plus ou moins brutale, c'est quelque chose de quoi on s'en fiche en ultra, puisqu'on veut juste tenir longtemps à vitesse modeste, raisonnable, mais justement dans le confort? Gros doute. Si vous avez déjà fait des race cross, des 400, 500, 600 km dans des conditions difficiles comme celles du Nord, faites-moi part de vos conseils. J'hésite vraiment entre remettre mes GP5000 STR de 32 mm ou garder ces 35. Voilà, c'est vraiment la grosse question. Autre chose que j'ai fait évoluer, ce sont les pédales. J'avais des pédales de route sur cette Axo, mais j'ai décidé de monter des pédales SPD, donc avec mes chaussures de gravel, bien qu'elles soient plus lourdes, bien qu'elles soient plus souples. On le sent d'ailleurs quand on pédale. Je me suis dit que vu les côtes du Nord qu'on allait se taper, eh bien c'était probablement une bonne idée d'avoir des chaussures avec lesquelles ce serait possible de marcher. Je rappelle que ce n'est pas possible de marcher avec des cales SPD SL de route, ou en tout cas c'est difficile, c'est inconfortable, ça use les cales. Là, vous le savez, les cales sont incluses, on va dire, autour d'une semelle qui permet de marcher de manière assez confortable. Et je me suis dit que voilà, pour monter les pourcentages dans lesquels je roulerai à 4 km/h et je déciderai de marcher, pour aller dans les boulangeries, pour tout autre événement où je devrais me déplacer à pied, eh bien ce serait une bonne idée de plus. Comme elles sont moins rigides, je pense que sur le long terme, voilà, même si d'un point de vue peut-être transmission de la puissance, est-ce que je perds 1 watt, quoi qu'on a dit récemment que la rigidité des semelles n'avait pas grand-chose à voir sur le transmission de la puissance. Eh bien voilà, je me suis dit que c'était une bonne idée de mettre ces chaussures-là avec ces semelles-là. Prochain élément que je voulais évoquer, les bagages de marque Cyclite ou Cyclite. Là, je valide, je vous montre des images. Par contre, peut-être un conseil si vous vous lancez dans l'équipement en bagage de votre vélo, si vous mettez une sacoche de cadre, vérifiez bien quand vous pédalez que dans votre position naturelle, l'intérieur de vos genoux souples, l'intérieur de vos genoux ne viennent pas frotter contre le sac ou le bagage. Pour cette sacoche de centrale Cyclite, pas de problème, c'est le cas, ça ne frotte pas, tout va bien. J'ai remarqué que la sacoche avait aussi une structure qui la rendait relativement rigide, même si on mettait des choses à l'intérieur, donc c'est bien, elle garde sa forme, ça ne dépasse pas, il ne faut pas trop réfléchir à comment la charger pour ne pas qu'elle s'élargisse justement du côté des genoux. Je vous ai écouté, puisque cette grande sacoche de cadre Cyclite, elle bloque un peu le porte-gourde du tube de selle et je me suis acheté un porte-gourde à dégagement latéral pour pouvoir mettre une petite gourde, mais j'ai l'impression que ce n'est pas encore la solution parce que même la petite gourde, elle vient pousser un peu sur le sac et elle vient quand même un peu le déformer et du coup le rendre plus large et du coup le faire potentiellement frotter contre mes petits genoux tout fragile. Donc je ne sais pas si je vais garder ce deuxième porte-gourde à dégagement latéral, si je vais le dégager de manière latérale. Par contre, d'un point de vue emport d'eau, je vais garder ma stratégie, je pense, d'une gourde grande sur le vélo et le récipient qu'on met dans un camelback, quoi.
un récipient souple dans la sacoche aéro devant avec soit le petit tuyau pour boire directement, soit le fait de transvaser 1,5 litre ou 2 litres d'eau progressivement quand je fais des pauses une fois tous les, je sais pas moi, 70, 80, 90 km. Donc ça, on va partir comme ça. Et pour l'instant, les bagages Cyclite, je pense que je vais garder le bagage aéro devant et la sacoche centrale de cadre. Et comme prévu, ne pas partir avec la sacoche arrière. Dernière chose dont je ne suis pas sûr, la gestion de la lampe avant. Avec les produits que Cyclite m'a mis à disposition, j'avais pris ce Aero Mount qui est un petit plot comme ça qui va se mettre sur le haut de la sacoche et qui a du coup la dimension d'un guidon. Là, l'idée c'est qu'on y accroche son phare. Moi, j'y ai accroché ma lumière. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble d'ailleurs. Voilà, ça c'est ma lumière, c'est une Knog Power. Elle est normalement attachée avec un dispositif qui se met là sur le guidon. Mais par contre, quand on l'installe, ça fait quand même pas mal de poids sur cette sacoche. C'est entre les deux prolongateurs, ça bouge, ça vibre un peu. Je m'étais demandé si j'allais pas la fixer avec du coup encore du velcro sur un des prolongateurs. Mais il existe d'autres pièces. Une connaissance que je remercie Adrien m'a parlé d'un dispositif qu'on pouvait mettre sur le prolongateur et qui permet de supporter aussi bien le Garmin que de dessous mettre le support de lampe. Est-ce que je vais partir avec ça? Est-ce que j'ai trouvé une autre solution sur comment accrocher la lampe peut-être sur le côté de la fourche, puisqu'il y a des attaches avec des vis sur le côté de la fourche de l'Axom 3 GTO Ultra. Il faut que je regarde encore un peu, je ne suis pas 100% persuadé de cette Aero Mount. Pourquoi je pensais que c'était cool et fonctionnel? C'est parce qu'en fait Cyclite, eux, quand ils montrent le produit, ils attachent juste la lampe dans le sens lampe LED ou halogène ou que sais-je encore, mais juste la partie qui est claire. Mais ensuite, il y a un câble et la batterie est probablement stockée ailleurs dans un sac, donc ça fait moins de poids, c'est plus stable. Là, le truc est quand même assez lourd et quand même bien solide. Et du coup, voilà, du coup, c'est bien parce que vous pouvez vous en servir comme élément de self-défense. Si tout d'un coup, on vous attaque en Belgique parce qu'on veut vous piquer vos frites, et ben voilà, tapez comme ça les gens. Allez! Rends-moi mes frites! Mes frites! Voilà, j'espère que ce point de vue sur les modifications de l'Axom et sur la préparation de la Race Cross qui approche dans moins d'un mois vous ont intéressé. Si vous avez des suggestions, si vous avez des réactions, si vous pensez que j'ai fait un truc faux, si vous voulez me donner un conseil sur ma taille de pneus, si j'ai oublié quelque chose, ben je compte sur vous. Faites-moi part de vos avis et de vos retours en commentaire. En attendant, je vous remercie pour votre patience. Ça fait quelques temps que je n'avais pas sorti de vidéo. Je vous envoie des bisous et j'y pense. Dites-moi si ça vous intéresse parce que regardez voir ce que j'ai par là. Oui, qu'est-ce que c'est? Oh! Un pédalier Shimano 105 en 170 mm. Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de ça? Oh, mais qu'est-ce que c'est? Un produit AliExpress? Mais... vite! Ouvrons-le! Oh! 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 Mais on dirait bien que c'est un cuissard! Hey! Voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a des projets en cours. Regardez-moi cette couleur de zinzin. Un cuissard AliExpress. La classe. Avec... waouh, ça sent pas mal. Donc je vais pas partir sur les vidéos d'unboxing d'AliExpress. J'ai des trucs d'AliExpress à déballer. Dites-moi si ça vous intéresse. J'ai un pédalier Shimano 105 12 vitesses pour un projet. Essayez de deviner lequel. Dites-moi si ça vous intéresse. Dites-moi ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos. Je vous fais des bisous cette fois-ci. Je vous laisse. Mouah.